Bonsoir et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes biologiste et ornithologue. Parallèlement, vous dirigez la collection Monde sauvage des éditions Actes Sud. Vous êtes journaliste scientifique, cinéaste, auteur de documentaires et conseiller scientifique des aventures cinématographiques de Jacques Perrin. Vous avez écrit 20 000 ans ou la grande histoire de la nature chez Actes Sud, où vous parlez de chevaux, de castors, de forêts, de saumons, d'harengs, d'arbres, un peu d'humains, pas beaucoup d'oiseaux. Pourtant, vous prenez de la hauteur pour expliquer l'évolution de la nature en France depuis la fin de l'ère glaciaire. C'était il y a 20 000 ans. Stéphane Durand, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et à toutes. Vous dirigez la collection Monde sauvage des éditions Actes Sud, tout d'abord en tant que directeur de collection, puis comme éditeur. Qu'est-ce qu'un directeur de collection et ensuite, qu'est-ce qu'un éditeur ? Alors juste, je m'excuse, j'ai un rhume depuis ce week-end, donc je risque de parler un peu du nez. Voilà. Qu'est-ce qu'un directeur de collection ? Un directeur de collection, c'est quelqu'un qui est un peu le capitaine d'un navire, un chef d'orchestre, le navire, c'est la collection et il est le garant de la ligne éditoriale. En fait, il définit la ligne éditoriale de cette collection et il choisit les auteurs avec lesquels il a envie de travailler et il les accompagne tout au long du processus d'écriture pour que chacun des livres qu'il a initiés corresponde à cette ligne éditoriale. Voilà. Et en général, la distinction entre directeur de collection et éditeur, c'est vraiment une question presque juridique, puisque le directeur de collection, il est freelance, et l'éditeur, il est salarié de la maison d'édition. Et sauf qu'au cours de ma carrière, j'ai été engagé comme salarié par la maison Actes Sud après avoir créé la collection. Donc j'ai d'abord été directeur de la collection, et puis après éditeur. Mais pour la collection, ça revient strictement au même. Sauf qu'en devenant éditeur, j'ai hérité d'autres collections. Donc je m'occupe de Monde Sauvage toujours, mais de quelques autres collections aussi. Alors comment cette collection, donc Monde Sauvage, est-elle née et à quels besoins a-t-elle répondu ? Et répond-elle toujours d'ailleurs ? Alors à l'époque, je n'étais pas du tout éditeur, je connaissais pas du tout ce métier-là. Je travaillais dans le cinéma, le milieu du cinéma. J'étais l'assistant de Jacques Perrin, comme tu le disais tout à l'heure. On a passé de nombreuses années, enfin plus de 20 ans, à travailler ensemble, à faire des films dans le monde entier, à parcourir le globe pour aller filmer la nature dans ce qu'elle a de plus spectaculaire, abondant. Donc ça a été vraiment un grand moment de ma vie. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire les livres qui accompagnaient ces films-là, parce que c'était des films assez contemplatifs, qui n'apportaient que peu d'informations, et c'est vraiment ce que voulait Jacques. C'est pas du documentaire, c'est des odes à la nature, c'est des symphonies, des opéras sauvages, mais pas des documentaires. Donc en fait, les films suscitaient beaucoup de questions de la part du public, et les livres qui accompagnaient les films étaient censés répondre en partie à ces questions-là. Bref, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le milieu du livre. Et le dernier film qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Les Saisons, les livres de ce film-là que j'ai écrits, on les a publiés avec Actes Sud. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la maison d'édition Actes Sud. Et quand on a fait la fête au moment de la sortie du film et des livres que j'avais écrits, donc il y avait les gens d'Actes Sud, et notamment Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani qui dirigeaient la maison d'édition à ce moment-là. Donc on se congratulait, on était contents, le film sort, les livres sortent. C'était un moment assez magique. Et au fil de la soirée festive et bien arrosée, Jean-Paul Capitani est venu en me disant Stéphane, dis-moi tout avec Jacques Perrin, et il met tellement longtemps à faire des films. C'est vrai qu'en fait on a fait 3 films en 23 ans. S'il faut attendre le prochain film pour qu'on rebosse ensemble, il va se passer encore des années. C'est nul. T'as pas des idées là pour qu'on continue à bosser tout de suite ensemble. Et là, il me tend la perche comme ça, mais il me prend un peu au dépourvu. Et puis, au fil de la conversation et de la soirée avançant, les verres, les bouteilles se vidant, voilà, je lui ai fait part d'une envie, en fait. Et il a dit banco. Et à la fin de la soirée,
me voilà propulsé directeur de collection, d'une collection qui n'existait pas, qu'il fallait créer. Donc j'avais jamais fait ça de ma vie, créer une collection, la diriger, enfin vraiment rien de rien. Et c'est ça qui était génial avec lui, c'est comme avec Jacques dans le cinéma. Moi j'ai commencé dans le cinéma alors que j'étais scientifique et il m'a tendu la perche et yallah quoi. Hein. Et alors l'envie qui est voilà tout ça pour vous parler de cette envie. Et donc je lui dis à Jean-Paul, il y a un truc qui me manque dans le paysage éditorial. Donc là, je vous parle, on doit être en 2000. Le film est sorti en janvier 2016. On doit être en novembre ou décembre 2015. À ce moment-là, quand on fait la fête et que voilà, fin 2015. Et je lui dis, il y a un truc. Moi, je suis un gros lecteur et il y a un truc qui me manque dans le paysage éditorial français. Ce sont des livres que moi je lis en anglais, enfin surtout des livres américains du milieu anglo-saxon, qui sont des livres de scientifiques mais racontés comme des histoires. Quoi. Les Américains, ils sont capables de faire d'allier les deux. Quoi. Ce sont des scientifiques pointus dans leur domaine, mais en même temps, ils ont un art du récit que je connais pas chez les scientifiques français, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On les trouve pas, ils n'existent pas, ils osent pas. Je dis voilà, j'aimerais bien créer un espace. J'aimerais bien qu'il existe des textes en français directement, mais sur le mode de ces livres américains. Et c'est comme ça qu'il m'a dit Banco, t'as des auteurs, t'as des voilà, bon, on va trouver quoi. Et voilà, de fil en aiguille, voilà, la collection, il fallait la lancer, il fallait trouver des auteurs, et c'est comme ça que j'ai trouvé François Sarano qui travaille sur les cachalots et qui a été le premier, celui qui a inauguré la collection. Donc là, on est en octobre 2017, donc il a fallu quasiment 2 ans pour entre la soirée bien arrosée et le premier titre de la collection qui arrive en librairie début octobre 2017. Donc dans cette collection, Jérôme Sueur, David Grémillet, Vinciane Després, Baptiste Morisot, vous-même. Raphaël Mathevet qui est venu. Qui est venu la fois précédente de cette collection avec Sanglier, un animal géopolitique. Ouais. Comment travaillez-vous avec ces auteurs-là? Comment réussissez-vous à leur faire transformer des thèses laborieuses en romans, quasiment, lisibles par tous? C'est un gros travail. En fait, la plupart des livres qui sortent, c'est vraiment moi qui les initie, et on part d'une page blanche. J'identifie un auteur ou une autrice dont je pense quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a des histoires à raconter, parce que voilà, Sabrina Krief a passé 20 ans auprès des chimpanzés en Ouganda. Je me dis, waouh, c'est quelqu'un qui doit avoir sacrément des choses à raconter. Et on se met autour d'une table, la page est blanche, et j'initie un dialogue qui peut durer des mois et des mois, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur la structure du livre, sur le fond scientifique. Ça c'est pas moi qui peux l'apporter, hein, c'est le scientifique, mais on établit ensemble le cheminement, et je les accompagne au niveau de l'écriture. Quasiment au quotidien, quoi. Dans cette collection, c'est les livres que moi j'aurais aimé écrire. Donc j'établis vraiment un lien de connivence. La plupart des auteurs sont devenus, soit étaient des amis avant, soit sont devenus des amis en cours de route. Il y a une vraie famille Monde Sauvage maintenant. On se retrouve régulièrement tous ensemble. Mais voilà, c'est un travail quasi au quotidien d'accompagnement. Je reçois des textes par la poste ou dans ma boîte mail, des textes qui sont très bien, qui sont aboutis et tout, mais qui ne collent pas à la ligne éditoriale. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est que voilà, ils ne collent pas à la ligne, donc ils trouveront leur place dans d'autres maisons d'édition ou dans d'autres collections, mais j'ai une idée tellement précise que voilà, si on n'a pas discuté avant, si les gens ne sont pas au courant, c'est pas forcément évident de taper pile dans le mille, quoi. La collection pointe une approche biographique du vivant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'avoir ce regard-là. Ça signifie qu'en fait, les sciences de l'évolution et la biologie, là, depuis quelques années, depuis quelques décennies, a fait un virage assez énorme, parce que les scientifiques ont des techniques maintenant de suivi
à distance et donc à longue distance et sur le long terme de suivi des individus. Ils ne suivent plus des populations. Ils ne sont pas là pour étudier les loups, les albatros, les cachalots. Ils sont maintenant capables de suivre sur le long terme une famille de cachalots, une meute de loups, ou des individus, même au sein d'une ruche, ils sont capables de suivre toutes les abeilles d'une ruche et pas la ruche globalement. Et là, ça change, ça ouvre des perspectives énormes, parce que si on peut suivre un albatros, ça vit 80 ans en moyenne, tout au long de sa vie, on peut raconter l'histoire de cet albatros qu'on a suivi comme on raconte l'histoire d'un personnage. Il n'est pas humain, il est non humain, mais il a une histoire tout à fait singulière qui n'est pas celle d'un autre albatros qui vit sur l'île d'à côté, qui peut vivre aussi lui 80 ans, mais qui aura eu une autre vie, d'autres partenaires, plus ou moins de poussins, qui aura eu d'autres problèmes. Et on peut raconter des histoires. Et quand on raconte des histoires de personnages, on est dans la biographie et on est pratiquement dans le roman, là. Donc il y a un rapprochement des sciences biologiques, de la narration et d'une approche biographique. Et sur le regard que vous apportez, on l'a découvert avec la venue de Raphaël Matevé, qui parle d'être à hauteur d'animal. Et c'est aussi ce qui ressort dans l'approche et dans l'écriture que vous insufflez aux auteurs qui se présentent à vous, d'avoir ce regard bien particulier. Alors ça, c'est quelque chose qui vient du cinéma, en fait. C'est ça qui est dingue. Parce que souvent, on me demande, mais tu as fait du cinéma, maintenant tu fais de l'édition, ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Et effectivement, à première vue, moi-même me suis posé la question, mais en fait, a posteriori, il y a vraiment une cohérence qui est justement dans la position de se mettre au niveau du regard des gens non humains, des personnes qui nous intéressent, de se mettre à leur niveau. Jacques Perrin, c'était son mantra. Donc j'ai travaillé plus de 20 ans avec lui, et à toutes ses équipes, il disait « Placez vos caméras à hauteur des yeux de l'animal que vous suivez ». Donc j'ai commencé avec lui pour préparer le film « Le peuple migrateur ». Donc ça remonte à plus de 20 ans. Lui, ce qu'il ne voulait pas, c'était filmer les oiseaux avec la caméra sur un trépied, comme là, et de regarder les oiseaux passer dans le ciel. Les oiseaux passent dans le ciel, et vous vous démerdez, mais la caméra, elle doit être dans le ciel avec les oiseaux. Et puis après, dans l'océan, on a suivi des poissons, des dauphins, des baleines. Ils sont dans la mer, vous vous démerdez, les techniciens. La caméra, elle doit être avec les dauphins. Ils surfent dans les vagues, la caméra doit surfer dans les vagues. Et donc là, il y a tout un défi technique de faire voler la caméra, de faire nager la caméra, ou après dans les saisons, on était au niveau des hérissons ou des loups ou des chevaux sauvages dans la forêt. À chaque fois, quel que soit l'animal, la caméra doit être au niveau des yeux. Donc c'est à chaque fois des techniques différentes, mais c'était pas juste pour le défi technique. C'est vrai qu'au niveau de la promotion des films, on disait wow, c'est génial, Jacques Perrin il a inventé la machine ceci, la machine cela. Certes, mais lui, l'argument promotionnel technique, il s'en fichait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était que le fait que la caméra soit au niveau des yeux, c'est vraiment une approche de cinéma de fiction. Et lui, c'est un comédien au départ. Il a toute sa vie, il a grandi dans le milieu du théâtre, puis du cinéma. Il est acteur de cinéma. Enfin, il était acteur de cinéma depuis qu'il avait 16 ou 17 ans. Donc il était habitué à ça. Et lui, il voulait filmer des fourmis dans Microcosmos ou des oiseaux dans Le Peuple migrateur ou des baleines, comme il avait été habitué à filmer et à être filmé des personnages humains, c'est-à-dire la caméra toujours au niveau du regard des comédiens et donc des animaux. Et pourquoi ? Pardon, oui. Parce que ça en fait des personnages. La caméra n'est pas extérieure et regarde le personnage vivre de loin. Le fait d'être au niveau de ses yeux, ça permet d'être au plus proche de lui, au plus proche de ses émotions, et donc de créer une connivence avec le spectateur qui est la plus forte possible. Et donc quand il s'est mis à faire du cinéma de nature, il a dit à ses techniciens, il nous a dit à nous, mais voilà, c'est le truc du cinéma, c'est la caméra au niveau du regard des comédiens. Et voilà, avec les animaux, on va faire pareil. Et la puissance de ces films, c'est que justement, il y a une émotion. Quand on est avec les oiseaux qui sont en train de survoler l'Himalaya, et c'est dur, et il fait froid, et il y a le vent qui vous déporte, il y a la tempête de neige, mais on est avec eux, on les entend souffler, et on sent que c'est dur. Et donc on souffre avec eux, on fait l'effort avec eux.
Pourquoi ? Parce que la caméra est vraiment là, juste à côté d'eux. Elle fait l'effort avec eux, on souffre avec eux et du coup, l'émotion est d'autant plus forte. Et au final, quand on passe au livre, c'est la même chose. Pardon, j'ai fait une belle boucle. Un détour. Et ce que je demande aux auteurs, c'est là aussi, comme tu disais avec Raphaël, c'est de se mettre au niveau des personnages dont il parle. Quand François va plonger avec les cachalots, c'est le seul cachalologue, je ne sais pas si ça se dit, mais qui plonge. Tous les spécialistes de cachalots du monde entier observent les cachalots, les étudient, et des grands pontes, depuis le pont de leur bateau. Qu'est-ce qu'on voit d'un cachalot depuis le pont d'un bateau ? C'est parfois le melon avec le souffle, quand il souffle, et puis quand il se met à plonger, quand il sonde, la queue qui sort de l'eau pendant quelques secondes et qui disparaît. Et là, il est parti pendant 1 heure à 1000 mètres de profondeur. Voilà ce qu'il voit. Et ça fait 40 ans qu'ils étudient les cachalots comme ça. Lui, c'est le premier et le seul, pour l'instant encore, à plonger avec eux. Alors évidemment, il ne plonge pas à 1000 mètres, mais déjà, rien que de mettre la tête sous l'eau, parce que beaucoup de la vie sociale des cachalots se passe vraiment juste sous la surface, et bien là, ils découvrent des choses. Les cachalots qui sont en train de dormir, on ne les voit pas en surface. Ils sont juste à 5 mètres sous la surface. Mais ils dorment comme des menhirs, comme ça, à la verticale. C'est le premier à avoir observé l'allaitement d'un bébé cachalot qui va téter sa mère. Les câlins, toute la vie sociale qui est totalement invisible depuis la surface. Même si on est juste sur le pont du bateau, on n'est vraiment pas loin de la surface. Avec le reflet, on voit rien de tout ça. Mais parce que lui, il y va, il se met au niveau des yeux des cachalots. Alors, dans votre livre, j'ai aussi envie de dire dans votre roman, 20 000 ans ou la grande histoire de la nature, où l'héroïne et la nature se mettent à hauteur des yeux de la nature. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous l'avez essayé dans ce livre. Vous dites que vous tentez de brosser les tableaux vivants de la France, qu'il faut pratiquer l'écologie historique. Qu'est-ce que c'est que cette discipline que vous avez appliquée ou essayé d'appliquer dans 20 000 ans ou la grande histoire de la nature? Moi, ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est quand on raconte l'histoire de France, on parle de la conquête des Gaules, César, en 52 avant Jésus-Christ, on parle de Louis XI, les grandes croisades, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon, machin. Très bien, c'est l'histoire de France. Mais cette histoire de ces humains se déroule, on parle à peine du décor, de toute la nature qui est autour et qui est pour moi plus qu'un décor. J'avais envie de renverser la perspective. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette nature qui a vu César arriver et conquérir la Gaule ? C'était quoi la nature qui a vu Louis XIII faire son tour de France et aller pêcher le thon rouge juste dans le port de Marseille ? Elle ressemblait à quoi la nature ? C'était pas la nature d'aujourd'hui. Elle a énormément évolué pour 1001 raisons. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Juste inverser la perspective, mettre la nature, les plantes et les animaux au premier plan, et les hommes, s'ils sont là, ils sont là, mais c'est eux qui deviennent le décor, quoi. Et donc ça a été le début de cette démarche. Ouais. Donc pour resituer, il y a 20 000 ans, il n'y avait rien, un vide de glace, sans plantes, sans arbres, sans le moindre bistrot ou même une boulangerie, un peu de poussière, quelques touffes d'herbe, quelques rennes et des températures tellement basses que les humains auraient été ravis de trouver un frigo pour se réchauffer. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Pourtant, ce n'est qu'après que ça change. D'abord, pourquoi commencer il y a 20 000 ans ? Et quelles ont été les premières évolutions un peu marquantes que vous décrivez si bien comme par exemple, il y a 8000 ans, déjà l'Angleterre avait fait son Brexit en devenant une île. Ah mais vous en parlez très bien, je vais vous laisser. En fait, pourquoi 20 000 ans ? Il faut savoir que sur le temps très long, sur de l'ordre de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, le globe terrestre est appliqué dans des cycles qui durent environ 100 000 ans, qui sont liés aux forces astronomiques, la position par rapport au Soleil et aux autres planètes du système solaire. Et en fait, la Terre, par rapport à ça, elle s'ajuste, l'axe de rotation bouge un petit peu, elle se rapproche plus ou moins du Soleil, de manière très infinitésimale, mais ça joue sur le climat global de la planète. Et là, depuis au moins 1 million d'années, on est embringué dans des cycles de 100 000 ans où il y a environ 80 000 ans de période
plus froide et 20 000 ans de période un peu plus tempérée. Et puis après, ça recommence. Et la dernière période froide, qui s'appelle la glaciation de Würm, cette période-là qui a duré donc 80 000 ans, elle n'a pas été uniforme. Les températures ont quand même varié, mais elles ont varié avec une tendance à la baisse. Et il y a 20 000 ans, c'était vraiment le point le plus bas où les températures de cette période de froid ont été les plus basses et où l'atmosphère a été la plus sèche. Et donc, comme tu le rappelais, il y a 20 000 ans, c'est là où il fait le plus froid et le plus sec. Donc l'Europe, c'est devenu un désert de poussière, de roches. Il y a de la glace, beaucoup, mais un peu moins qu'il y a eu avant, parce qu'il fait tellement sec que même la glace, elle n'a pas le temps de se former. Donc c'est devenu un peu un billard, quoi. L'Europe de l'Ouest et la France en particulier, il y a vraiment rien du tout. Il reste quelques petits points de nature, quelques arbres, quelques buissons rabougris dans l'extrême sud de la France, donc par ici, du côté des Calanques de Marseille, parce que les falaises des Calanques protègent des vents froids du nord, sur les contreforts des Pyrénées. Et c'est là que les derniers hommes de Cro-Magnon d'Europe de l'Ouest ont survécu. Et on en reparlait tout à l'heure, mais on estime... C'est des estimations à la louche, hein, mais au paroxysme de l'âge de glace, il y avait moins de 10 000 humains en Europe de l'Ouest, hein, moins de 10 000 humains restants qui survivaient. Et puis, très peu de temps après, voilà, la planète change un peu sur son axe, ça se réchauffe, ça se réhumidifie, le régime des pluies revient, donc il se met à pleuvoir, les rivières gonfle à nouveau et commence à couler. Et puis petit à petit, le niveau des mers monte, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les mers ont descendu de presque entre 120 et 130 mètres. C'est pour ça que la Manche ressemble à rien. Voilà, la Manche, c'est juste un petit ruisseau et que les îles britanniques sont pas des îles. C'est une partie du continent, quoi. On peut aller à pied jusqu'à Londres ou jusqu'en Écosse. Et donc voilà, ça se réhumidifie, le niveau des mers monte. Et depuis les petits refuges dans le sud de la France et puis en Espagne et en Italie dont je vous parlais tout à l'heure, et ben voilà, les plantes, les arbres et tous les animaux associés, et ben progressivement reprennent du terrain et reconquièrent d'abord la France, puis après le reste de l'Europe et la Scandinavie en dernier, il n'y a pas si longtemps. Alors dans le livre, vous mélangez à la fois des anecdotes qui semblent anodines et de grands faits avec, comme vous le décriviez à l'instant, des mouvements de replantation du territoire. À la fois le fait de mélanger ces petites anecdotes qui sont l'incroyable concours de circonstances de l'évolution de la vie. Alors on peut penser à cette différenciation entre le néandertal et le sapiens sapiens. J'aime bien le blanc autour de l'iris, je trouve ça une anecdote assez rigolote. Vous parlez aussi de l'inversion sexuelle du mérou, en plein milieu d'autres choses. Qu'est-ce que font ces petites anecdotes qui sont aussi les signes de grandes transformations ? Comment vous avez réussi à réguler entre ces petites infos que vous avez glanées, et pour en faire un récit quasiment épique de l'héroïne nature ? Déjà, j'ai fait un travail bibliographique assez conséquent, même assez énorme, où j'ai lu. C'était pas une envie au départ, mais pris par mon sujet, j'ai dû m'initier à la climatologie, à l'hydrologie, à la glaciologie, à la dendrologie, et puis j'ai dû faire de l'archéologie aussi pour les premières traces humaines, et puis de la paléontologie, de la paléoanthropologie. Enfin, vraiment, j'ai dû parcourir une diversité quasiment, une diversité de disciplines scientifiques en allant y chercher les petites perles qui me permettaient, moi, de raconter mon fil. Et les petites anecdotes, pour moi, ça permettait de mettre en lumière, par le biais de la petite anecdote, de mettre en lumière vraiment des grands mouvements sur le temps long. Tu parlais de l'inversion du sexe chez les mérous.
Ça paraît être une petite anecdote, mais ce qui est important pour moi dans cette histoire, c'est qu'il y a eu une époque où les poissons n'étaient pas pêchés et pas surpêchés comme aujourd'hui, et ils pouvaient vivre vieux. Et on ne se rend pas compte que, dans le cas du mérou, mais il y a plein d'autres poissons, ça peut vivre vraiment très très vieux. Et le mérou, comme il change de sexe à un moment donné, il naît mâle et il devient femelle au bout d'un moment. Si on les pêche quand ils sont trop petits et donc trop jeunes, eh ben, on leur laisse pas le temps de devenir femelle. Donc la population peut plus se reproduire. Et l'effet de l'âge, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant ce livre. L'importance de l'âge associé aussi à l'arbre vieux, le mérou vieux. Voilà, et le vieil arbre, c'est un peu même combat. C'est la présence des vieux individus, que ce soit les mérous, les arbres ou chez les mammouths, signe la bonne santé des écosystèmes. Pour qu'un écosystème soit vraiment fonctionnel dans toutes ses réticulosités, il faut qu'il soit habité par des vieux individus. Tu reprends l'histoire de l'arbre. Prenons un chêne. Un chêne, quand il a 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans ou 500 ans, il n'abrite pas la même biodiversité. Il faut qu'il ait un certain âge pour commencer à avoir des branches creuses qui vont lui permettre d'abriter des espèces très particulières de champignons ou de chauves-souris. Si on coupe les chênes avant qu'il atteigne cet âge-là, donc non seulement il n'y a plus de vieux arbres, mais c'est surtout tous les animaux qui avaient besoin de ces vieux arbres disparaissent avec lui de façon indirecte. Donc l'effet de l'âge, c'est quelque chose vraiment qui m'a sauté aux yeux en faisant ce livre-là. Vous parliez des forêts, enfin de l'arbre, donc des forêts. Il y a deux choses qui m'ont marqué sur la partie de la forêt. Il y avait la période de la conquête romaine bloquée sur l'Allemagne de l'Est, qui est assez étonnante sur les forêts impénétrables et les légendes qui en découlent, mais aussi en période beaucoup plus récente. C'est 1669, j'ai révisé tout à l'heure, jusqu'en 1800 et des brouettes. La forêt n'était jamais aussi petite en France, même par rapport à aujourd'hui. Oui, très tôt. En fait, le livre descend le temps, depuis 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et il y a les grandes parties par écosystème. Donc il y a effectivement la forêt, fleuves et rivières et la mer, parce que dans le temps, l'impact de l'homme sur ces écosystèmes s'est fait très progressivement. Les premiers écosystèmes que les humains ont impactés, c'est les écosystèmes terrestres et essentiellement les forêts, jusqu'au Moyen-Âge. À partir du Moyen-Âge, ils ont commencé à s'attaquer aux rivières et aux fleuves. Et les derniers écosystèmes sauvages, ça a été l'écosystème qui est resté sauvage le plus longtemps, ce sont les mers et les océans qui ont commencé à être impactés à partir du 19e siècle, on va dire. Un peu plus tôt pour ce qui concerne les baleines, mais pour le reste, c'est, on va dire, à partir du 19e et surtout du 20e siècle. Donc il y a dans le livre est structuré dans le temps et aussi par écosystème, parce que on voit l'emprise de l'homme qui va croissant et qui déborde sur de plus en plus un plus grand nombre d'écosystèmes. Ouais, pas que sur l'homme, parce qu'avant il y a eu le castor qui a fait une grosse transformation. Oui. Et oui, le castor, une espèce qu'on appelle ingénieur de l'environnement, parce qu'il a un impact sur son écosystème qui est démesuré par rapport à sa taille, quoi. Le castor, c'est un gros rat, mais il est capable de transformer une vallée entière, quoi. Une famille de castors. Alors, contrairement à nous, effectivement, il a un impact sur une grande surface, mais c'est un impact qui est favorable à la biodiversité. C'est-à-dire que là où il y a des castors, il y a plus de biodiversité que là où il n'y en a pas. Contrairement à l'homme. Voilà. Et l'homme, quand l'homme est devenu agriculteur, donc avec le néolithique, il a profité du rôle des castors, parce qu'en fait les premières zones sur lesquelles il a pu planter ses céréales sont les zones qui ont été défrichées avant lui par les castors. En fait, le castor construit un barrage sur un cours d'eau, donc ça crée un lac, un étang derrière, donc ça tue localement les arbres. Donc si ça reste assez longtemps, les arbres meurent et tout. Et si le barrage cède parce que les castors sont partis ailleurs, on les a chassés et tout, donc le lac se vide et on a une grande étendue de vase qui est complètement défrichée, parce qu'il n'y a plus d'arbres, parce que ça fait peut-être 50 ans, 100 ans que c'est en eau, et là il n'y a plus qu'à semer son grain. En plus le sol est
hyper riche. Et donc c'est dans ces endroits-là, les hommes ont vraiment profité des castors pour récupérer du bois mort, pour profiter des premières zones défrichées. Parce qu'à l'époque, avec une petite hache en silex, en silex ou en pierre polie, aller défricher une forêt, faut se lever tôt. Hein. Donc ils ont profité des castors. Ouais. Parce que sinon, ils avaient que ça à faire aussi. Mais... Alors, les arbres sont des éléments importants de l'écosystème qui, à l'échelle globale, tendent au réchauffement du climat et à l'échelle locale, à son rabaissement. C'est assez intéressant. Pensée globale pour agir local. En gros, pour lutter contre les idées reçues, vous aimez les difficultés pour chatouiller les écolos et les climato-sceptiques. Ces espèces de contradictions, ça m'amuse beaucoup. La complexité de la nature. En fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que on peut considérer une forêt comme un organisme en soi. C'est une expérience de pensée, mais évidemment, la forêt, c'est un ensemble d'arbres, mais c'est pas juste une collection d'arbres juxtaposés, les uns à côté des autres. Tous ces arbres ont des relations entre eux, que certains disent des relations intelligentes. On peut poser la question. Ça fait débat et il y a des grandes polémiques qui durent déjà depuis un moment et qui ne sont pas près de s'éteindre. Mais en tout cas, ces arbres ont des relations entre eux, des échanges de matière, d'énergie, d'informations, et forment un tout. Et on peut, en faisant cette expérience de pensée, considérer une forêt comme un organisme. Et cet organisme, ce super organisme, est capable d'influencer le microclimat de manière favorable pour lui, en dégageant par exemple certaines molécules dans l'atmosphère qui favorisent les précipitations. Donc en fait, la forêt crée les pluies qui va l'arroser et voilà, il y a un cycle comme ça. C'est aussi, on pense, alors ça c'était après l'écriture du livre, mais on imagine maintenant que les forêts ont progressé. Quand je vous disais tout à l'heure qu'après l'âge de glace, voilà, les arbres ont commencé à reconquérir le continent. Eh ben, ils ont participé à la transformation du climat, qui astronomiquement, comme je vous disais, s'est un peu réchauffé, un peu réhumidifié, mais ça a été accentué par les forêts qui, progressant et transportant avec elles le climat qui leur était favorable, a participé, en plus de l'astronomie, au réchauffement et à la réhumidification. Donc en fait la forêt génère le climat qui lui est favorable et stocke le carbone dans le sol, stocke l'eau dans le sol aussi. Enfin ça a des impacts absolument incroyables sur le climat et dont on serait bien avisé de s'inspirer aujourd'hui. Et laisser la nature cavaler à son rythme. Et en trouvant, nous, notre place à l'intérieur plutôt qu'à la place. Il y a plein d'anecdotes, mais il y a un truc que j'ai découvert aussi, c'est ce que j'appelle, je crois dans le livre, les 7 vies de l'arbre. Tout à l'heure, je vous parlais des arbres très vieux qui attirent une biodiversité que lorsqu'ils sont très vieux, mais un arbre, même mort, continue, entre guillemets, à vivre, puisque l'arbre mort... À faire vivre. Oui, à faire vivre. Même un arbre qui est complètement mort, mais encore debout, il attire un type de biodiversité particulier qui n'existait pas avant quand il était encore vivant, même très vieux. Une fois qu'il est tombé au sol par un coup de vent, c'est encore un autre type de biodiversité. S'il est près d'une rivière et que la rivière emporte son tronc, eh ben, il a une vie, enfin, il l'emporte avec lui, il génère une biodiversité propre au tronc d'arbres flottant dans la rivière. Et quand il est en mer, c'est encore un autre type de biodiversité parce qu'il y a beaucoup de poissons en mer qui se reproduisent uniquement en collant leurs œufs sous les épaves flottantes. Donc quand même pendant très longtemps ça a été les arbres, même si maintenant c'est des bouts de plastique. Et quand cet arbre imbibé d'eau finit par couler, il génère encore un nouvel écosystème dans les abysses à moins 3000 mètres de profondeur. Et donc il y a des animaux au fond des mers qui ne vivent que sur les troncs d'arbres coulés. Donc vous voyez tout le chemin que ça signifie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant le bouquin et qui m'a absolument fasciné. Au début de votre ouvrage, vous rappelez qu'à cette période lointaine, donc c'était quasiment dans les moins 20 000 ou plus proche de nous, la ressource est accessible à tous et que le plus important est l'information, que le capital est la connaissance. C'est ce qui permet aux espèces de survivre. Bref, le contraire de ce qui est aujourd'hui. Quel est aujourd'hui le rôle du scientifique et de son investissement
politique au sens de son implication dans la vie de la cité. Longtemps, les scientifiques ont absolument pas voulu se mêler au débat de société et encore moins à la politique. Mais comme ça fait déjà un moment qui disent que qui sont les premiers témoins de la catastrophe en cours et que leurs données scientifiques, et surtout et leurs articles scientifiques, leurs communications scientifiques finalement ne sont pas écoutés, ne sont pas lus, ne sont pas pris en compte par les décisionnaires, les politiques. Ils commencent à en avoir ras-le-bol et ils commencent à s'énerver. Il y a de plus en plus de collectifs de scientifiques en colère. Il y a les scientifiques en rébellion et ils commencent à se mêler au débat public parce que ils peuvent plus être simplement dans la posture du sachant, dans la tour d'ivoire. Moi, je suis là juste pour étudier les phénomènes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça me regarde pas, mais en tout cas, ils descendent là. Maintenant, depuis quelque temps, ils descendent dans l'arène publique, l'arène politique. Et c'est pas évident parce que on en parlait aussi cet après-midi, mais maintenant on est inondé de fake news et l'opinion est en train de primer sur les faits, quoi. Donc il est temps qu'ils y descendent dans l'arène. Oui. Et bon. Voilà ma petite contribution au débat, c'est cette collection et les autres que j'anime chez Actes Sud, c'est de donner la parole aux scientifiques pour qu'ils sortent de leur tour d'ivoire et s'adressent au grand public. Ouais. Avec une approche plus sous la forme d'un roman, c'est-à-dire accessible et lisible, même si la densité d'informations scientifiques qui est condensée dans ce volume sont toujours très denses et pas forcément évidentes à mémoriser. Ouais, c'est pas lourd, c'est du dense qui est pas lourd. Oui, ça va, ça passe. Plus léger qu'un arbre. Non, mais toutes les références sont à la fin, donc on n'est pas obligé d'aller les chercher, de les relire, parce qu'elles sont bien nombreuses. La nature où se mélangent les vieux et les éphémères, les jeunes et les mal formés, sommes-nous capables d'autant de tolérance que la nature le permet? J'aimerais bien. Je pense que c'est notre principal défi aujourd'hui, c'est de faire une place auprès de nous à cette nature qui ne demande que ça. Dès qu'on lui en laisse la possibilité, dès qu'on relâche un peu la pression ou on laisse un peu d'espace et de temps, elle revient à une vitesse absolument hallucinante. La chasse, on a protégé tous les rapaces par exemple avec la loi de 76. Les rapaces maintenant sont revenus, puis ici, vous le savez mieux que personne, avec tous les vautours tout près d'ici. Il y a 40 ans, c'était juste un rêve, quoi. C'était même pas en rêve. On vit une époque dingue, parce que le temps d'une vie, les naturalistes qui ont commencé à observer la nature, on va dire dans les années 70, je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez Robert Hénard, ce naturaliste, dans ses écrits, dans ses œuvres, quand il voyait un sanglier, il était tout émoustillé, quoi. Enfin, c'était la rencontre du siècle, quoi. Vous voyez, un sanglier. Aujourd'hui, qui s'émerveille de voir un sanglier? Et à l'époque, les hirondelles, ils n'y faisaient pas attention. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe maintenant. Ça fait un paquet de temps que je n'ai pas entendu une alouette des champs, quoi. Moi, j'adorerais écouter me promener dans une campagne où au mois de mai, le ciel est rempli d'alouettes des champs en train de chanter. Ça, ce serait génial. Et on le fait plus. Mais maintenant, on peut voir des dizaines ou des centaines de vautours planer dans le ciel. On peut aller se promener. Et il y a des bouquetins qui sont affalés sur le sentier. Il faut les contourner parce que monsieur et madame vous regardent comme ça. Ils n'en ont rien à faire. Ce qui était impensable il y a 40 ans, quoi. Les phoques sont revenus, les castors dont on parlait tout à l'heure sont revenus à foison. Enfin, il se passe quand même, il y a des trucs qui sont chouettes, quoi. Mais ça s'est inversé. La nature qui était banale au milieu du XXe siècle, liée essentiellement à des pratiques agricoles, elles sont toutes en train d'être liquidées et en train de devenir des espèces rares. Et les espèces rares à l'époque, je veux dire, elles sont banales aujourd'hui, mais quand même, c'est beaucoup plus simple de voir des vautours aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On n'a pas abordé la question, mais que vous la mettez en introduction quasiment de votre ouvrage, qui est le terme amnésie écologique, presque générationnel, vous précisez. Oui. Quel sens ça a, puisqu'on l'évoquait là, à l'instant sur les souvenirs de périodes différentes, mais
Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Ça a un sens. Bon, c'est un fait d'abord. Psychologiquement, on pense que la nature, le stade, alors je ne vais pas dire le mot climax, mais enfin l'environnement dans lequel on est. Voilà, mais il est au mieux, il doit ressembler à celui qu'on a connu dans notre enfance, dans lequel on a grandi. Sauf qu'on n'a pas connu celui dans lequel ont grandi nos parents et nos grands-parents, donc on ne se rend pas compte qu'il a évolué, mais on a l'impression que, voilà, on peut dire ah ouais, ça a évolué, mais on le compare par rapport à ce qu'on a connu quand on était gamin. Mais on ne voit pas l'évolution de génération à génération. Donc je pense que la discipline écologie historique, ce que j'ai tenté de mettre à la portée de tous avec ce livre, c'est de montrer qu'en fait, l'évolution, il y a eu une évolution incroyable sur le long terme, à travers les générations. Il y a un spectacle de dingue, encore au XVIIIe siècle. Je raconte la manne des éphémères. C'est les éphémères, vous connaissez les éphémères qui sont à l'état de larves dans les rivières. Et à certains moments de l'année, en général au mois d'août, elles sortent toutes ensemble. Mais elles sortent ensemble, c'est des nuages absolument hallucinants. Et on a des témoignages de l'époque où on marche dans un brouillard épais. L'air est épais d'éphémères. Et c'est vraiment ce qu'on appelait les mannes. Ça vient de là l'expression la manne tombée du ciel. La manne, c'est ces éphémères qui tombent du ciel, effectivement, parce qu'elles vivent de façon éphémère à l'état d'adulte, et pour lesquelles on les utilisait pour fertiliser les champs, les pêcheurs les utilisaient pour après aller à la pêche. Qui a encore vu des nuages d'éphémères aujourd'hui ? Et pourtant, il y a 200 ans, c'était absolument incroyable. Les saumons dans les rivières, c'était dingue. Enfin, voilà, des spectacles de la nature où la nature se montre extrêmement surabondante. Il y en avait plein, sur plein de types d'animaux et de plantes différentes. Et c'est ça et on en a les témoignages, et ce sont des faits, il y a des témoignages historiques, ou paléontologiques, et archéologiques, et c'est à la découverte de ces faits-là, juste pour dire, la nature, elle est pas, c'est pas normal qu'elle soit aussi pauvre, quoi. Rappelez-vous, elle a été, il y a 100 ans, elle était différente, il y a 200 ans, c'était différent, il y a 1000 ans, c'était différent, et il n'est pas impossible que ça leur redevienne aussi abondant. C'est ça, l'ultime conclusion du bouquin, c'est pour dire, on a les bras ballants, c'est foutu, quoi, on va se coucher. En fait, non, ce ne sera pas exactement la même, mais un nouveau type de nature, on aura un autre type de dialogue avec cette vie sauvage, mais quelque chose est possible à nouveau, quoi. Votre roman est presque optimiste, ou plutôt optimiste, en conclusion de votre ouvrage, et ce qui donne, par les temps qui courent, plutôt une envie de vivre avec la nature. Le dérèglement climatique entraînera forcément de nombreuses évolutions. Comment penser la cohabitation avec elle, avec la nature de demain, et le défi futur. Stéphane Durand, merci pour vos réponses. De rien. Juste, je rebondis sur le mot roman quand même, ouais. Ça me fait très plaisir, parce que c'est pas un roman, c'est pas de la fiction, parce que rien n'est inventé du tout. Mais effectivement, comme je suis un gros lecteur de romans, j'ai essayé de raconter cette histoire vraie avec un souffle romanesque. Voilà. Donc, à découvrir... 20 000 ans ou la grande histoire de la nature, paru aux éditions Actes Sud de la collection Monde Sauvage. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci.